Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette saison 4 du podcast. Dans cette saison 4, on vous l'avait annoncé lors des tout premiers épisodes, on avait décidé d'aborder une thématique un petit peu particulière. On a commencé à aborder un peu plus spécifiquement le trail sur la saison 3 et puis cette saison 4, on avait un sujet de prédilection. Ça fait longtemps qu'on aimerait le creuser avec le co-animateur de ce podcast qui est là dans ma petite fenêtre Skype, Hermano. Salut Hermano. Salut Greg, salut chers invités, et puis salut à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Donc je disais, cette thématique, ça fait longtemps qu'on en parle entre nous, et puis on a attendu cette saison 4 pour vraiment se lancer dans l'enregistrement de différents épisodes. Alors ici, c'est le premier qui va traiter de la thématique du dopage. Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle et je dois même dire que pour être totalement transparent avec notre audience, on en parlait avant même d'avoir appuyé sur le bouton enregistrer du premier épisode. On s'était dit que dans la liste des choses qu'on aimerait aborder, il y avait le dopage. Donc ça fait plus de 4 ans qu'on en parle. Donc voilà. Aujourd'hui, on va réaliser l'un de nos rêves de commencer la série sur le dopage. Et pour ça, tu l'as dit, on a un superbe invité. Alors, je te laisse faire les présentations, Greg, puisque c'est toi qui fais l'intro aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, on accueille dans ce premier épisode un scientifique qui nous vient de l'Université de Lausanne, qui s'appelle Jonas Soji, qui a accepté d'enregistrer avec nous. Dans cet épisode, on va se consacrer à la partie vraiment lutte antidopage d'un point de vue un peu laboratoire, c'est-à-dire comment ça se passe au niveau des analyses, au niveau de la détection, comment est-ce qu'on fait pour détecter du dopage dans les échantillons d'un athlète. Probablement que Jonas va pouvoir nous dire un peu plus précisément comment ça se passe et puis comment tout ça se déroule, mais peut-être commençons par le début. Jonas, bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nous expliquer un petit peu quelle est ta fonction et puis quelles sont tes activités au quotidien dans cette lutte antidopage ? Oui, alors avec plaisir. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de communiquer sur ce qu'on fait. Donc, Jonas Soji, moi j'ai un doctorat en physiologie de l'exercice de l'Université de Lausanne. Je suis avant tout, comme les auditeurs et comme vous-même, passionné de sport. Au sein de l'Université de Lausanne, je travaille comme responsable de recherche au REDS. Donc le REDS, c'est le Centre de recherche et d'expertise en sciences antidopage qui fait partie de l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Alors, mes tâches ici, elles sont multiples. La première, c'est celle d'expertise. Donc, j'effectue des expertises pour diverses fédérations internationales antidopage ou sportives. J'aurai l'occasion plus tard de détailler un petit peu en quoi ça consiste. Donc ça, c'est ma tâche principale. Donc, expertiser des profils d'athlètes sur les passeports biologiques ou sur des cas. Un autre versant très important qu'on effectue ici, c'est le versant recherche. On est un institut de recherche. Donc dans les sciences antidopage, donc le but c'est de travailler sur justement les techniques de détection, les facteurs confondants de divers paramètres qu'on mesure dans le cadre de la lutte antidopage. Donc ça c'est vraiment la combinaison des deux, expertise, recherche pour essayer de faire avancer les choses. Et on est un institut universitaire, donc on a un troisième versant qui est la formation. Donc on donne des cours, des formations au sein de l'Université de Lausanne dans divers cursus, mais aussi on peut être appelé à effectuer des cours dans d'autres instituts ou d'autres institutions qui pourraient nous solliciter. Donc, juste peut-être pour planter le décor, parce que l'Université de Lausanne, quand on nomme la ville de Lausanne, ça évoque la capitale olympique, mais dans le cadre du dopage, ça évoque aussi un petit peu quelque chose de particulier, parce que Lausanne, c'est déjà le centre administratif de beaucoup de choses en matière de sport, et notamment aussi en matière de dopage. Le laboratoire de Lausanne, il a une importance particulière au niveau mondial dans la lutte antidopage. Oui, alors tout à fait. Donc, le laboratoire suisse d'analyse antidopage est situé à Épalinges, donc c'est juste à côté de Lausanne. Donc, il faut savoir que le REDS, le centre de recherche antidopage duquel je fais partie, a été créé par l'ancien directeur du laboratoire
antidopage de Lausanne, Martial Saugier, qui après a passé la direction à la directrice actuelle, Tia Kuran, et qui est venue créer ce centre de recherche antidopage. Le but, c'était vraiment d'essayer maintenant de contribuer à faire avancer la lutte antidopage, parce que voilà, un laboratoire, il a tout un tas de contraintes. C'est donc un des laboratoires accrédités par la WADA, l'Agence mondiale antidopage, et un des plus réputés d'ailleurs. On pourra en parler un petit peu après pourquoi il est réputé. Mais voilà, dans un laboratoire, il y a un petit peu de place pour la recherche, mais ce n'est pas la tâche première d'un laboratoire, puisque c'est vraiment l'analyse des échantillons. Et en créant ce centre de recherche, le but, c'était de pouvoir consacrer plus de temps à la recherche et de faire avancer les choses par l'expertise et la recherche, et sortir du laboratoire, passer peut-être un petit peu moins de temps, pas dans le laboratoire, mais sur les bancs de tribunaux, parce que voilà, quand on analyse des échantillons, après, s'il y a des contrôles positifs, le rôle d'un laboratoire et de ses dirigeants, c'est après d'aller défendre finalement ces résultats et puis d'expliquer pourquoi un résultat est considéré comme positif. Donc, à un certain moment, ces personnes passent plus de temps avec des avocats au TAS, au tribunal arbitral du sport, à défendre des cas qu'à faire de la science. Et puis voilà, c'est pas toujours facile. Donc, à un certain moment, Martial Saugier a pris la décision sur la fin de sa carrière de changer d'élan et puis d'essayer de créer cette structure. Donc, voilà, le laboratoire de Lausanne est très important. Et on travaille beaucoup avec eux en collaboration, bien sûr, mais c'est clair qu'il faut différencier les deux, le laboratoire antidopage de notre centre de recherche antidopage. Pour schématiser, peut-être, en gros, le laboratoire, c'est l'endroit où on va faire les analyses et comme tu le dis, il y a aussi des personnes détachées qui vont aller défendre leurs analyses auprès des différents tribunaux et notamment le tribunal arbitral du sport. Et le centre de recherche, c'est là où on va jouer aussi avec les tubes à essai, mais plutôt pour rechercher des substances ou trouver des moyens plus faciles, plus efficaces, plus convaincants encore de trouver d'éventuelles substances dopantes. Voilà, exactement. Donc, encore une fois, on a vraiment, si je mets un petit peu de côté la part enseignement, formation, on a vraiment ces deux versants où là, ce que tu dis, c'est vraiment la part recherche qui est très importante parce que, comme vous le savez tous, les sportifs essayent et trouvent toujours des nouveaux moyens de frauder. Et nous, on doit aussi avancer dans le même sens. Alors ça, c'est toute la partie recherche et puis toute la partie expertise où nous, on sert vraiment d'intermédiaire entre les laboratoires et les fédérations sportives ou antidopage pour fournir de l'expertise. Voilà, quand on a des résultats qui sont fournis par les laboratoires, nous, on va aussi permettre aux fédérations ou aux sportifs de comprendre ces résultats, de les expliquer. Et c'est vraiment un rôle de liaison entre la partie vraiment résultat analyse et la partie instance antidopage, instance sportive. Alors peut-être une question, je ne sais pas si Greg, tu l'avais prévu dans le plan détaillé, mais comment est-ce que dans un laboratoire de recherche, on va avoir l'idée justement de rechercher de nouvelles substances ou de nouvelles techniques d'analyse ? Juste peut-être avant d'aborder exactement cette thématique-là, peut-être dans l'ordre des choses, déjà peut-être de définir quelles sont les barrières, quelles sont les limites, parce qu'on va effectivement parler de produits dopants ou de techniques dopantes dans cet épisode, mais peut-être avant ça, qu'est-ce qui fait la limite, la frontière entre une substance qui est dopante et une substance qui ne l'est pas, et puis une technique qui est considérée comme dopante et une technique qui ne l'est pas, parce que parfois la frontière elle est un petit peu ténue, elle est des fois peut-être aussi un petit peu arbitraire. Qui est-ce qui décide de ça et comment est-ce que c'est décidé? Et vous, est-ce que vous avez une marge de manœuvre ou est-ce qu'il y a simplement une liste de choses et puis vous référez simplement à cette liste et puis c'est tout et c'est comme ça que ça se passe? Alors, c'est une question très vaste. Je vais essayer de faire le tour de manière assez claire. Donc, déjà, on a 2 heures. Non, je pourrais en parler. Voilà. Non, mais alors déjà au niveau du dopage, le dopage, il y a plusieurs définitions d'un point de vue sociologique, d'un point de vue éthique. Il
il y a tout un tas de définitions. Ce qu'il faut vraiment réaliser, on va peut-être commencer par là, c'est que voilà, la lutte antidopage, elle a une instance, je ne veux pas dire une instance suprême, mais l'instance principale, c'est l'Agence mondiale antidopage qui régit vraiment toutes ces règles dont tu viens de parler. C'est pas si vieux que ça, hein, l'Agence mondiale antidopage. C'était en 1999 que ça a été créé. Et puis, ben voilà, la définition du dopage, nous, on travaille avec la définition du dopage de l'Agence mondiale, qui est en fait définie comme une ou plusieurs violations des règles antidopage qui sont définies dans le Code mondial antidopage. Donc, ce code, il est évolutif. Hein. Il y a des nouvelles versions qui arrivent, pas chaque année, hein, ça c'est pour la liste, mais le code, c'est tous les 4-5 ans, ça dépend. Il y a 10 ou 11 règles dans ce code mondial antidopage. Et voilà, la définition du dopage, c'est un comportement ou quelque chose qui va à l'encontre de une ou même de plusieurs de ces règles définies par l'Agence mondiale. Et puis après, qu'est-ce qui définit qu'une substance ou une méthode? Tu as très bien dit les deux choses, parce qu'il y a des substances, mais il y a aussi bien sûr des méthodes, des manipulations, etc. Qu'est-ce qui définit qu'une substance ou une méthode est considérée comme dopante? Là aussi, c'est régi par l'Agence mondiale antidopage, qui sort chaque année la fameuse liste, la liste des produits interdits. Et puis là, bon, c'est une liste qui contient des dizaines et des dizaines de substances. Après, il faut savoir qu'elles sont classées en différentes catégories. Hein. Il y a 9 catégories, il y a des méthodes, il y a des substances, la plupart sont interdites en compétition et hors compétition. Il y a des substances qui sont uniquement interdites en compétition. Et puis, il y a aussi des substances qui sont uniquement interdites dans certains cas. Par exemple, les bêta-bloquants vont être interdits sur les sports comme par exemple le tir sportif ou des choses comme ça, où il y a l'alcool peut être interdit dans les sports automobiles, mais c'est pas le cas pour tous les sports. Donc voilà, il y a tout un tas de catégories qui sont définies dans ce code. Et puis pour qu'une méthode ou une substance entre dans cette liste, elle doit elle doit suivre 2 des 3 critères qui sont définis par l'Agence mondiale antidopage. Et puis ces 3 critères, donc le premier, c'est améliorer ou avoir le potentiel d'améliorer la performance. Hein. Tout simplement, c'est le critère auquel on pense le plus facilement en général. Ensuite, le deuxième critère, c'est que la substance ou la méthode, elle représente un risque pour la santé de l'athlète. Ça, il y en a qui ont un peu trop tendance à l'oublier. Moi, je trouve qu'il est très, très important. Hein. Et puis, le troisième critère, qui est des fois un petit peu plus dur à interpréter, c'est que c'est une substance ou une méthode qui est contraire à l'éthique du sport ou à l'esprit sportif. Donc voilà, si une méthode ou une substance, elle remplit au moins 2 de ces 3 critères, elle rentre dans la liste. Donc voilà, les règles, elles sont définies de manière assez claire. Après, ça aussi, il y a peut-être un peu moins de monde qui le connaît. Ça, c'est la liste des interdictions. Puis il y a aussi ce qu'on appelle une monitoring list. En fait, c'est des méthodes ou des substances où on ne sait pas encore, on n'est pas encore sûr qu'elles remplissent ces critères, mais on voit qu'elles commencent à être utilisées. Puis on a l'impression qu'il y a un potentiel d'amélioration ou que voilà, que ça peut être dangereux pour la santé, mais on est en train de les tester par le biais, par exemple, de structures comme nous. On est en train de les tester, donc ça veut dire qu'on les monitore, on les surveille, et puis on regarde si justement il y a une influence sur ces critères qui peut les faire ensuite rentrer dans la liste des interdictions. Donc après, voilà, il y a une zone grise, hein, toujours, comme tu l'as dit. Alors, bon, on pourrait en parler longtemps, mais c'est clair que moi, j'ai fait ma thèse sur l'entraînement en altitude. Il y a maintenant, on sait, beaucoup de sportifs qui utilisent des chambres hypoxiques, des tentes hypoxiques, des séjours en altitude. Ça fait typiquement partie de la zone grise. Donc, je sais qu'il y a cette zone grise et beaucoup d'athlètes essayent de naviguer dans cette zone grise pour
pas passer de l'autre côté. Voilà. Alors, mais ouais, on le disait, hein, il y a vraiment des croisées de chemin et tu l'as très bien expliqué. Déjà peut-être la différence entre une substance et puis une technique dopante. La substance, c'est clairement un médicament ou voilà, une substance chimique qu'on va utiliser pour améliorer son métabolisme, peu importe que ce soit l'oxygénation du sang, que ce soit la masse musculaire, que ce soit la capacité à se concentrer, à mieux résister à la douleur, etc. Ou alors une technique, par exemple, tu parlais du stage en altitude, des techniques qu'on a beaucoup entendu parler, c'est je vais faire un stage en altitude, donc je produis beaucoup de globules rouges et mon sang est capable de transporter plus d'oxygène. Je prélève une partie de sang que je stocke pour mes jours de compétition et puis pendant une épreuve comme une épreuve de longue haleine en cyclisme ou alors juste avant un championnat quelconque, eh bien je me réinjecte ce sang et puis du coup je deviens plus performant. Ça c'est plutôt une technique mais c'est également interdit. Alors oui, exactement ça, c'est une méthode interdite. Donc l'entraînement en altitude en soi n'est pas interdit, mais ce que tu as décrit là, clairement c'est ce qu'on appelle l'autotransfusion. Hein. Donc on prélève son sang puis on le réinjecte après. Mais les deux sont pas forcément toujours associés. On peut aussi le faire sans aller en altitude. Hein. Faire un retrait de sang. Après, on attend un certain temps. Notre corps va recréer des globules rouges. Et puis après, on va lui ajouter celui qu'on avait enlevé. Et puis du coup, on a un surplus de globules rouges. Ça, c'est vraiment une des techniques les plus, malheureusement, les plus connues, les plus utilisées, qui font partie justement de ces méthodes interdites. Mais je rappelle vraiment, l'entraînement en altitude lui-même, sans transfusion, n'est pas interdit. Mais bien sûr, c'est souvent combiné. Et tu parlais aussi du troisième pilier de SCODE, qui est les conduites antisportives. J'aurais voulu illustrer aussi de la même manière qu'on a illustré les substances et les conduites et les techniques dopantes. Qu'est-ce que tu aurais comme exemple à nous donner pour des conduites antisportives? J'imagine pousser quelqu'un dans le peloton, ça pourrait être considéré comme une conduite antisportive? Oui, alors ça c'est clair que c'est antisportif, mais c'est pas vraiment quelque chose. Ouais, ça peut être une méthode considérée comme antisportive, mais ça va pas forcément rentrer dans le cadre de la lutte antidopage, parce que là, ce sera plutôt des règlements de compétition ou des choses comme ça. Mais par exemple, on a eu il y a pas si longtemps que ça entendu parler un peu de ces histoires de moteurs dans les vélos ou des choses comme ça. Ça peut être considéré comme quelque chose à l'encontre de l'esprit du sport, parce que voilà, c'est une méthode qui va rentrer dedans, parce que c'est ce qu'on appelle un peu le dopage mécanique, parce que ça va améliorer la performance, puis c'est complètement contraire à l'esprit du sport et à l'éthique. Donc ça pourrait être un exemple. Ok, bon, la zone grise va se situer dans les championnats de e-bike, par exemple. À quel moment? Oui, mais alors là, c'est clairement défini avant, quoi, c'est ça. Bon, on l'aura compris, hein, il y a des zones grises dans un petit peu tous ces domaines. Maintenant, comme tu l'as dit, l'Agence mondiale antidopage essaye de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et puis de créer des guides qui sont clairs par rapport à tout ça. Donc maintenant qu'on a bien mis en évidence la définition du dopage, tous les jours, il y a un mécanisme de lutte antidopage au niveau mondial, mais aussi au niveau des fédérations nationales, au niveau local, qui surveille tout ça. Et comment est-ce que ça fonctionne en général? Comment est-ce que on décide qui on va contrôler? Ensuite, une fois qu'on a décidé qui on va contrôler, comment est-ce qu'on contacte cette personne et puis on fait le prélèvement des échantillons qu'il faut, du sang, de l'urine ou d'autres? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on s'assure que c'est bien l'urine de tel et tel qui est bien acheminée au labo et puis qu'elle est analysée? Et ensuite, comment est-ce qu'on est sûr que l'analyse est intègre? On a entendu énormément de choses, hein, entre les systèmes de dopage institutionnalisés de certains pays, entre des techniques qui permettent de camoufler un petit peu tout ça, ensuite des recours pour des vices de procédure parce que ça pourrait avoir une contamination externe de mon échantillon qui n'était pas positif, mais tout d'un coup au labo il est positif. Comment ça se passe de A à Z une analyse antidopage? Ok, alors je vais essayer de pas parler de jours, mais non, mais alors pour commencer par le début, en fait, vraiment pour que ça soit clair. Donc, alors il y a deux types de contrôles d'abord. Hein. Donc il y a les contrôles qui se font en compétition, qui sont sur les sites de compétition.
donc juste avant ou juste après la compétition. En général, c'est considéré comme contrôle en compétition à partir du moment où l'athlète arrive sur le lieu de compétition. Et il y a les contrôles hors compétition. Hein. Donc ça, déjà, il faut le savoir, c'est 2 cas de figure très différents qui ne sont pas gérés de la même manière. Alors, d'une part, pour les grandes compétitions internationales, pour ta question sur la sélection des athlètes, là, c'est clair, les règles, elles sont définies. Tous les médaillés et quels qui viennent ensuite sont testés de manière systématique. Donc, les médaillés, c'est sûr. Après, suivant le nombre d'athlètes, ça peut être les 5 premiers, les 6 premiers, etc. Comme par exemple, si on parle des Jeux Olympiques ou bien des Championnats du Monde. Donc, c'est systématiquement les 3 premiers, voire les 5 premiers qui sont testés. Ça, c'est écrit, c'est comme ça. Ensuite, on y ajoute quelques-uns au hasard pour pas que voilà, l'athlète, il sait qu'il n'aura pas forcément des chances de médaille sur cette compétition, mais il veut améliorer quand même ses performances. Il se dit, bon, j'ai aucun risque, je peux me charger, je serai pas sur le podium, donc je serai pas testé. Non, il y a toujours une part de hasard pour justement, voilà, pas laisser la chance à personne n'est à l'abri. Je sais pas si ça peut tomber sur n'importe qui. C'est un peu ça. C'est un peu ça le but. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui se passe en compétition. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le ciblage. Donc le ciblage, ça c'est quelque chose qui est demandé par l'Agence mondiale antidopage. C'est d'ailleurs dans les règlements de l'Agence mondiale, qui a une grosse différence avec la lutte d'il y a 15-20 ans où il n'y avait pas du tout de ciblage. Avant, c'était vraiment aléatoire. Hein. Donc ça, il y a une estimation des risques qui est faite par athlète et on fait du ciblage en fait en fonction de ces risques. Et pour ce ciblage, alors ça peut intervenir aussi en compétition, hein, mais on est principalement sur des contrôles hors compétition, donc l'autre versant des contrôles. Donc alors là, c'est en fait pour ce ciblage, il y a aussi des règles, hein, bien sûr. On travaille avec ce qu'on appelle des RTP. Donc RTP, c'est Register Testing Pool. Donc c'est des listes d'athlètes de très haut niveau qui sont sélectionnés pour ces RTP. Donc quand je dis très haut niveau, ça veut dire que c'est majoritairement basé sur le niveau de performance, hein. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont définis par des cellules d'investigation. Hein. Donc là, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais bien sûr, il y a des sportifs qui sont plus suspects que d'autres par leurs agissements, par leurs relations, etc. Donc, ou par leur déplacement. Exactement. Donc tout ça, il y a des cellules d'investigation dans les différentes instances antidopage, internationales, nationales, etc. Et tous ces facteurs font qu'il y a un risque qui est évalué. Et puis, les athlètes sont intégrés dans ces listes de tests, en fait. Ils sont bien sûr au courant quand ils sont intégrés dans ces listes. Et d'ailleurs, ces listes, elles sont publiques. Hein. On peut les consulter sur Internet. Moi, je travaille beaucoup avec l'AIU, qui est l'Athletics Integrity Unit, donc qui est la part antidopage de l'Agence mondiale d'athlétisme, donc le World Athletics. Si vous allez sur leur site, vous pouvez cliquer sur l'onglet RTP, puis là, vous avez clairement toute la liste des athlètes qui sont intégrés dans ce RTP. Donc, il n'y a aucun secret. Un athlète, quand il est intégré, il est mis au courant, c'est publié, et puis voilà. Donc après, une fois qu'ils sont intégrés dans ces listes, ils ont un certain nombre de règles à respecter, hein, parce que voilà, c'est des athlètes professionnels, donc comme dans toute profession, il y a des règles. Et puis, une des règles qu'il y a dans ces RTP, c'est qu'ils doivent donner un time slot, un intervalle de temps d'1 heure par jour, tous les jours, durant lequel ils sont disponibles pour un contrôle potentiel. Donc, c'est eux-mêmes qui le définissent. Hein. Ils peuvent nous dire, de 5 à 6 heures du matin, tel jour, je suis disponible, je serai là-bas, et puis vous allez me trouver là si vous avez besoin de moi. Puis ça fait partie de l'engagement d'athlètes professionnels, c'est une obligation. Alors, c'est souvent critiqué parce que voilà, c'est assez contraignant. Bon, ils ont des logiciels, ils peuvent même 1 heure avant, ils peuvent aller depuis leur téléphone changer et puis dire finalement je vais être là à telle heure et puis pas là, etc. Mais voilà, ça fait partie des règles. Moi là, je suis dans une salle de réunion au travail. Mon patron il sait où je suis et puis c'est comme ça quoi. Il y a des règles pour tout le monde.
Donc voilà, ça c'est les athlètes dans le RTP qui sont au courant de ça et puis qui le donnent. Puis d'ailleurs, si ils trichent avec ces règles, il y a aussi des choses qui sont très bien définies. Donc c'est ce qu'on appelle les mistests ou les whereabout failures. Ça veut dire qu'ils vont soit mentir sur leurs emplacements. Enfin voilà, ils ont rempli leur calendrier puis ils sont pas là où ils ont dit qu'ils étaient. Ou alors ils ont donné un slot et puis le contrôleur va puis il sonne ou il va chercher la personne et puis elle est pas là. Alors après, ouais, bien sûr, il y a des délais. C'est pas je sonne une fois puis je pars en courant, il était pas là, c'est bon, c'est foutu. Non, il y a tout un tas de protocoles. Mais je sais pas si vous vous rappelez un exemple assez récent. C'était la superstar du sprint américain, Christian Coleman, qui lui a été suspendu 2 ans après 3 miss-tests. Donc ça veut dire que 3 fois les contrôleurs, c'est 3 miss-tests en 12 mois. Hein. C'est pas en 3 jours, hein, c'est en 12 mois, donc une année. En une année, 3 fois les contrôleurs ont été pour le prélever là où il a dit qu'il serait, sur 1 heure, et puis il n'était pas. Donc voilà, 2 fois ça va, la 3e fois ça commence à devenir un peu suspect. Donc voilà, c'est les règles, 3 fois en 12 mois, sanction de 2 ans. Et puis je tiens à le préciser quand même, tu l'as dit mais je veux le repréciser, ça fait partie du métier, du job de sportif et de sportif professionnel. C'est-à-dire que nous, en tant qu'amateurs, en tant que commun des mortels, on a des obligations vis-à-vis de notre patron, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de plein de choses. Le sportif ou la sportive professionnelle se doit, dès qu'il est sur ces listes RTP, de déclarer où il sera, quand, à quel moment et de se tenir à ces règles. Ça fait partie de la règle pour pouvoir être considéré comme sportif ou sportif de haut niveau et pour pouvoir concourir au plus haut niveau mondial avec tous les autres. C'est pas quelque chose qui a été mis en place pour embêter les gens. Encore une fois, ça fait partie du métier de sportif ou de sportif professionnel. Ouais, tout à fait. Non, c'est vraiment important d'insister là-dessus parce que voilà, des gens peuvent dire ouais, mais bon, ils sont fliqués, on les suit à la trace et tout. Ouais, mais ils l'acceptent et puis tout ça, c'est dans le but d'avoir justement un sport plus propre, plus équitable pour tout le monde. Et puis finalement, comme tu l'as très bien dit, ça fait partie de leur travail, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Ça fait partie intégrante du contrat. Après, là, bon, moi je connais je connais très bien le monde de l'athlétisme. Donc pour reprendre l'exemple de la RTP par exemple de l'athlétisme, encore une fois, hein, c'est public, donc je casse aucun secret. Ça, c'est de l'ordre de 5 à 600 athlètes dans le monde entier, hein. Donc c'est pas chaque athlète du club régional qui va être rentré dans ce RTP puis qui aura toutes ces contraintes. Donc, c'est vraiment des athlètes de très haut niveau ou à haut risque, mais malheureusement, souvent, ça va ensemble. Mais c'est 500-600 athlètes dans le monde entier pour l'athlétisme. Après, chaque discipline a son RTP, etc. Mais vraiment, tu fais très bien d'insister là-dessus. C'est quelque chose qui fait partie du métier de sportif ou d'athlète. Voilà, alors une fois qu'on a vraiment tous ces... Et puis peut-être, je voulais juste aussi préciser, tu l'as dit, les athlètes qui sont inscrits sur cette liste de RTP, ce sont des athlètes de très haut niveau ou à risque ou les deux. Parfois, ça va ensemble, mais d'un point de vue éthique, c'est pas parce qu'on est sur cette liste-là qu'on doit être considéré comme tricheuse ou tricheur. Là aussi, je voudrais insister, c'est simplement pour pouvoir s'engager dans un sport plus propre, plus sain et être certain que justement dans cette liste de gens qui ont parfois aléatoirement, parfois parce que y a des risques ont été mis sur cette liste, et on s'assure qu'il n'y ait pas de tricheur ou de tricheuse. Ouais, un petit peu comme si on sait qu'il y a un segment d'autoroute sur lesquels les gens font fréquemment des excès de vitesse, on va peut-être plus facilement installer un contrôle de vitesse à cet endroit-là, plutôt qu'à un endroit où on sait que la majorité des gens respectent les limitations. C'est un petit peu le même principe, quoi. On essaye de cibler les contrôles là où il y a le plus de risques d'avoir des infractions. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est aussi important de dire, c'est que finalement, pour les athlètes eux-mêmes, c'est une légitimation parce qu'un athlète de très haut niveau qui va gagner une compétition, une médaille au JO ou je ne sais quel titre, si on sait qu'il était dans cette RTP, ça peut arriver qu'il ne l'était pas encore, hein. Il y a eu des cas, hein, parce que tout d'un coup, il y a un athlète qui sort du lot, qui n'était pas connu avant, ou voilà, ça peut arriver. Mais si un athlète gagne un titre et puis qu'il était dans cette RTP, voilà, de son point de vue, il peut aussi dire, j'ai gagné ce titre, puis
j'ai 8 ou 10 contrôles par année depuis X années, donc vous pouvez me faire confiance. Je suis clean. Alors oui, bien sûr, il y en a qui vont dire Armstrong, il a triché pendant voilà. Mais on a évolué depuis là. Mais c'est aussi dans l'intérêt de l'athlète lui-même qu'on fait ça. Donc ça assure aux autres que voilà, c'est un compétiteur qui est régulièrement contrôlé, qui a un très bon niveau, mais qui peut prouver que ce niveau il n'est pas dû à des techniques ou des substances interdites. Donc c'est aussi vraiment dans leur intérêt. Et tiens, d'ailleurs, il me vient une question qui me taraude depuis le début de cet épisode, est-ce que de la même manière qu'on peut se faire interdire de casino, on peut se faire volontairement ajouter sur cette liste RTP ou sur une liste, ou est-ce qu'on peut volontairement subir des contrôles antidopage pour justifier, mettre en avant, pour légitimer le fait qu'on n'est pas un mauvais joueur? Je préfère utiliser ce terme de mauvais joueur que tricheur ou tricheuse. Alors là, le processus, il est vraiment que c'est un processus de sélection. Voilà, pour revenir sur ce que je disais avant, c'est vraiment là plus dans les contrôles hors compétition dont on parle. Puis là, c'est un petit peu difficile. Alors bien sûr, ça a un coût, tous ces contrôles et tout ça. Donc finalement, ce coût, c'est les instances antidopage, les fédérations qui vont les payer. Donc c'est difficile d'aller puis de dire voilà, moi j'aimerais subir un contrôle, vous payez pour moi et tout, hors compétition. Après, si on est dans une compétition, là c'est différent. On va pouvoir on va se faire tester si on y a participé puis qu'on est sélectionné. Après, la base volontaire, c'est pas quelque chose qui est vraiment utilisé. Alors il y a des programmes externes qui existent où des gens volontairement vont diffuser leurs valeurs et tout ça. Mais c'est vrai que ça marche plutôt dans l'autre sens où c'est des athlètes qui sont sélectionnés pour être contrôlés, soit de manière aléatoire, soit pour les raisons qu'on a citées avant. Mais c'est plutôt dans ce sens-là que dans l'autre. Ok. Je te laisse reprendre le fil de la discussion, mais... pas de souci. Non, c'est vraiment pour discuter qu'on est là. Donc dans la vaste majorité des cas, quand même, les athlètes sont présents sur le calendrier qu'ils ont annoncé. Donc là, le contrôleur arrive et puis l'athlète est présent et donc du coup, le contrôle, dans la plupart des cas, peut avoir lieu. Donc on reprend un petit peu le fil. Tu parlais d'un contrôle hors compétition. Donc voilà, là où les personnes responsables du contrôle arrivent et prennent contact avec l'athlète. Voilà. Donc, juste avant cette étape, en fait, on va définir. Ça, c'est une discussion entre justement l'instance antidopage, les scientifiques et tout ça. Qui on va contrôler à quel moment? Pourquoi? Quand je dis pourquoi, c'est pas pourquoi on va le contrôler, mais pour quelle substance ou quel produit on va le contrôler. Et puis à partir de là, on fait un ordre de mission et puis on envoie ce qu'on appelle un DCO. Donc c'est un Doping Control Officer, donc quelqu'un qui va aller sonner chez l'athlète et puis faire le prélèvement. Donc les athlètes sont pas toujours avertis, ça peut être le cas, mais la plupart du temps c'est pas le cas parce que on n'a pas forcément envie de donner l'occasion de masquer des choses ou de profiter de ces deux miss-tests pour dire mince, là j'ai un contrôle demain, je suis chargé. Vraiment, je prends pas du tout tous les sportifs pour des coupables, au contraire, mais voilà, dans la lutte antidopage, là on est toujours obligé d'essayer d'éviter le scénario du fraudeur pour essayer d'anticiper les comportements. Donc les contrôles sont pas toujours annoncés et puis le DCO va aller chez l'athlète ou sur le lieu qui a été annoncé. Et puis là, il y a le contrôle qui va s'effectuer en fonction de ce qui a été décidé avant. Est-ce qu'on prend du sang, de l'urine? On prend pas toujours les deux. Ça dépend ce qu'on recherche. Ça dépend malheureusement aussi des budgets. Mais tout ça, c'est défini avant. Et puis là, donc c'est le seul moment avant le laboratoire où il y a un contact qui n'est pas anonyme. C'est-à-dire que le DCO, lui, il sait vers qui il doit aller. Ça a été défini par l'instance antidopage avant, le mandataire. Et puis, il y a un contact face à face où là, le contrôle se déroule de manière très contrôlée. Donc, ça veut dire
la prise de sang, la prise de sang, elle est faite directement, bien sûr, sur le sportif. Le prélèvement urinaire est surveillé. Hein. Il y a plusieurs années, même très longtemps, il y avait des manipulations à ce moment-là, hein, où simplement le sportif, c'était pas son urine parce qu'il avait un complice, ou bien que il changeait l'urine, etc. Ça, c'est bien sûr plus possible maintenant parce que c'est surveillé. Du vélo de Guylain Lambert, hein, quand il est contrôlé, et puis que là, le responsable du contrôle lui dit non, devant moi, et puis il avait déjà préparé sa petite poire avec l'urine falsifiée pour remplir l'échantillon. Donc voilà, c'est pour éviter ce type de comportement-là. Exactement. Ouais, non, il y en a qui ont été très, très inventifs. Hein. Il y a des choses incroyables qui se sont passées. Donc voilà, là, c'est vraiment très surveillé. Le DCO, il n'est pas tout seul non plus, hein, parce que voilà, s'il y a un problème, ils ne sont jamais tout seuls. Pour que ça ne soit pas la parole de l'un contre l'autre, il faut qu'il y ait un témoin, etc. L'athlète, il va signer. Il y a tout un tas de formulaires à signer, hein, où on a l'heure, on a la signature de l'athlète, des contrôleurs, toutes les heures d'arrivée, de prélèvement, de départ. Enfin, il y a un procès-verbal du contrôle en soi qui est monté. Et puis voilà, le contrôle se déroule dans les meilleures conditions possibles. Hein. Alors, pour le sang, en général, ça se passe assez bien. Hein. Pour l'urine, il peut y avoir des temps d'attente parce que, bien sûr, on n'a pas forcément besoin d'uriner au moment où il y a le contrôleur qui arrive. Donc, tout ça, c'est prévu dans les procédures. Et puis voilà, une fois que Et dans ce cas-là, on fait comment? On offre un café au DCO et puis on boit 2 litres d'eau pour que ça descende? Alors on peut attendre, c'est clair. Il y a des DCO qui peuvent attendre. Bien sûr que on va pas lui dire bois un café. Moi je reviens dans 2 heures, je vais me balader parce que ça va pas. Donc les personnes restent sur place et puis voilà. En général, ça fonctionne. Hein. C'est pas non plus 1 litre d'urine qu'on demande, hein. Mais ça peut arriver qu'il y ait des temps d'attente. Mais voilà. En général, ça fonctionne bien. Et puis, si ça fonctionne vraiment pas, il y a un autre contrôle qui est planifié, pas directement avec l'athlète, hein, avec l'instance antidopage. Et puis, si on n'a pas un échantillon qui satisfait aux exigences, je dirais physiologiques, on fait un autre contrôle pour avoir un échantillon valable plus tard, 1 jour plus tard, 2 jours plus tard, je ne sais quoi. Hein. Et puis, une fois qu'on a obtenu les échantillons pour lesquels on était venu, tout ça est notifié et après, il y a le processus d'envoi d'échantillons qui démarre. À partir de là, tout devient absolument anonyme. Hein. On ne travaille plus qu'avec des numéros. Il n'y a aucun nom à nulle part. Hein. Et là, c'est aussi bien sûr très, très régulé. Donc, les échantillons, ils doivent être envoyés dans un certain délai. Il y a un délai entre l'heure de prélèvement et l'heure d'analyse au laboratoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dégradation de l'échantillon et donc de dégradation des concentrations qu'on peut mesurer. Donc, il y a un délai, puis aussi une température, des conditions hein, de conditionnement de l'échantillon, des normes de température et tout ça, parce que bien sûr, c'est des matières biologiques vivantes, hein, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces échantillons. Et tout ça, il y a vraiment un suivi très, très précis qui est fait avec des appareils qui vont mesurer la température en continu à partir du moment où l'échantillon est mis dans son conteneur. Et après, ça va être ouvert au laboratoire et ça va être relevé, enregistré, notifié. Donc, on a vraiment un suivi très, très rigoureux et très précis du prélèvement jusqu'à l'analyse. Après, là, à quel laboratoire l'échantillon va être envoyé. Là aussi, on a la différenciation entre les contrôles hors compétition et en compétition. Si c'est hors compétition, c'est défini au préalable par la Testing Authority, donc celui qui a décidé du contrôle, qui a planifié le contrôle. Donc, c'est décidé avant. Parce que bien sûr, on ne peut pas se retrouver avec son échantillon dans les mains, puis maintenant on envoie ça où et tout. Non, on perd du temps. Donc c'est tout planifié avant. Et puis dans le cadre des contrôles en compétition, là aussi, le laboratoire est défini en accord avec l'organisateur de la compétition au préalable. Donc tous les échantillons vont être envoyés dans tel laboratoire. En général, on essaye de faire les choses de manière locale pour diminuer ses temps de transport et ses risques dus au transport.
Par exemple, je prends les grandes compétitions, les Jeux Olympiques, de manière systématique, c'est le laboratoire antidopage national qui est désigné par l'organisateur. Donc l'organisateur, dans ce cas-là, c'est le CIO. Pour autant que ce laboratoire soit accrédité par l'Agence mondiale antidopage, ça c'est vraiment important. Un échantillon antidopage ne peut être analysé que par un laboratoire qui est accrédité par l'Agence mondiale antidopage, sinon les résultats ne sont pas valables. Alors voilà, dans le cadre des JO, c'est en général le laboratoire national. S'il n'y a pas de laboratoire national qui existe accrédité par la WADA, mais à ma connaissance, c'est pas encore arrivé, mais c'est le laboratoire le plus proche. Après, il y a les laboratoires qui sont délocalisés. Si le laboratoire n'est pas forcément dans la ville haute ou bien tout près des sites de compétition, c'est le personnel du laboratoire qui va créer un laboratoire éphémère sur les sites de compétition pour optimiser au mieux tous ces délais de transfert entre l'échantillonnage et l'analyse. Et puis voilà, après, une fois que c'est au laboratoire, c'est analysé toujours vraiment de manière anonyme. Et puis une fois qu'on a les résultats, ils sont transmis à l'instance demandeuse, donc la Testing Authority qui a demandé, qui a déclenché le contrôle. Et les résultats sont transmis. Et voilà, si c'est un résultat négatif, tout va bien. Le processus continue normalement. Si c'est un résultat positif, voilà, il y a plusieurs cas de figure possibles. Peut-être qu'on en parlera après sur les différentes technologies et tout ça, mais ça dépend de la nature du contrôle positif, de quelle technique a été utilisée et tout ça. Mais là, après, il y a tout le processus qui va se déclencher si c'est un résultat positif avec tout un tas de cas de figure qui peuvent terminer jusqu'au jugement de l'athlète devant le tribunal arbitral du sport et la sanction. Alors, j'imagine que si c'est un résultat positif, tu l'as dit, il y a toute une procédure qui se met en place et l'athlète, il sera peut-être pas forcément informé tout de suite. En revanche, si c'est un résultat négatif, est-ce que il y a une instance, est-ce qu'il y a des personnes qui informent l'athlète ou qui lui dit bon voilà, ton échantillon il a été testé, il est revenu négatif, merci, bonne continuité et bonne journée, ou en fait absence de réponse veut dire que test négatif? Alors, c'est plutôt ça, en fait. C'est que, voilà, s'il y a un contrôle et puis qu'il n'y a pas de retour, vraiment, c'est plutôt une bonne nouvelle. En général, c'est plutôt quand on revient vers vous que là, il y a matière à s'inquiéter. Voilà. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a c'est pas un logiciel, une plateforme. Je dirais que peut-être que certains ont déjà entendu parler. Ça s'appelle ADAMS, qui est en fait la plateforme administrative créée par l'Agence mondiale antidopage, où tous ces résultats sont notifiés. Donc là, on va plutôt parler des suivis longitudinaux. Donc peut-être qu'on en parlera un petit peu après, où pour chaque athlète, on a ce qu'on appelle les passeports biologiques, où là, c'est un suivi sur le plus longtemps possible sur la carrière. Et puis là, chaque résultat qui est obtenu, qu'il soit positif ou négatif, bon là, il n'y a pas de positif vraiment parce que c'est de la détection indirecte. On pourra expliquer ça après, mais chaque résultat est notifié dans ce logiciel et puis on a vraiment un historique et un suivi de tous les résultats. Très bien. Tu l'as dit, pendant le processus complet, il y a un moment où on définit, on va contrôler tel athlète et puis on va le contrôler sur telle substance ou telle technique. Et ça, tu l'as dit, ça varie en fonction du budget, etc. Ça veut dire que, admettons, tout d'un coup, un sprinter, on décide de le contrôler, mais on pourrait décider de ne le contrôler que sur les anabolisants, c'est-à-dire que son test pourrait être négatif aux anabolisants, mais il pourrait être dopé à l'EPO et on ne l'a pas vu, ou d'autres techniques, on n'analyse pas forcément tout le temps tout. Oui, alors, donc là, c'est une bonne transition un peu sur les techniques d'analyse et les technologies de détection. Alors, c'est en fait un peu comme si on va chez le médecin. Moi, j'entends des fois des gens, ils sont allés chez le médecin, puis après, ils ont eu un souci ou une maladie, puis ils disent, ouais, mais le médecin, il n'a pas vu ça. Non, il n'a pas vu ça parce qu'il n'a pas cherché ça, en fait. C'est la même chose dans le dopage. On ne peut pas
prendre un échantillon et puis tout chercher. Parce que déjà, c'est impossible, il y a trop de choses possibles. Hein. Et puis, on va chercher déjà ce qui est interdit, et puis on ne va pas tout chercher parce que non seulement ça coûte extrêmement cher, on n'a pas forcément assez de matériel biologique pour tout chercher sur le même échantillon, et puis on va prendre certaines décisions. C'est clair que si je vais contrôler un haltérophile, je ne vais pas forcément en priorité lui faire un test DPO. Comme pour un sprinter, je ne vais pas forcément lui faire un test DPO, mais plutôt des stéroïdes ou des anabolisants. Donc ça fait partie du processus de décision. Avant le contrôle, il peut y avoir des facteurs de risque qui rentrent en ligne de compte. Si on a un athlète d'endurance, on va peut-être plutôt aller vers du sanguin, et de l'EPO ou du sanguin pour faire un passeport biologique, un suivi longitudinal, avant de s'intéresser à autre chose. Ce qui n'empêche pas, a posteriori, si on a les échantillons et les possibilités, de retourner dans l'échantillon, analyser d'autres choses. Si on a des preuves indirectes ou des soupçons, voilà. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on va aborder après, mais vraiment, il faut vraiment penser qu'on ne va pas tout chercher et tout analyser parce que c'est impossible. Ok, donc on cible vraiment ce qu'on va rechercher. Et voilà, tu l'as dit, si c'est un cycliste, on va plutôt chercher de l'EPO et en fonction de telle discipline, plutôt les substances qui pourraient apporter le plus de bénéfices. Et puis que par expérience, on sait que ce type d'athlète-là va plus facilement utiliser pour sa technique de pente. Aujourd'hui, on a des techniques qui sont assez avancées, qui permettent de détecter vraiment une grande multitude de produits. Les premières grosses affaires de dopage, en tout cas moi ce qui me concerne, hein, le jour où j'ai vraiment pris conscience que le sport était gangréné par le dopage, c'était l'affaire Festina lors du Tour de France 98, où on avait Richard Virenque et d'autres cyclistes qui sont devenus un petit peu, malgré eux, les porte-drapeaux de cette génération de surdopage. Depuis cette période-là où vraiment on avait un dopage massif et puis peu de contrôle, et tout d'un coup voilà, ces contrôles sont avérés massivement positifs quand on a commencé à les faire. Et puis aujourd'hui, les techniques de dopage, évidemment, les techniques d'analyse ont beaucoup évolué. Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus changé depuis cette époque-là ? Alors oui, effectivement, ça a beaucoup évolué. Là aussi, j'aimerais commencer par faire une petite distinction en fait entre deux types de détection, une distinction qui est très importante. Alors, on a d'un côté la détection directe. Donc, ça veut dire que là, on va chercher clairement la présence d'un produit interdit ou des traces de ce produit dans un échantillon. Donc, on cherche une preuve directe d'une utilisation. Hein. Et puis, d'un autre côté, on a la détection indirecte, avec l'introduction, notamment, j'en ai parlé du passeport biologique de l'athlète. Donc, ça fait en 2009. Donc, alors, voilà, l'affaire Festina dont tu parlais, là, ça, c'était 98. Hein. Donc, c'était notamment juste avant la création de l'Agence mondiale antidopage. Hein. Là, on n'était que sur de la détection directe. Donc, on n'avait pas du tout ce versant indirect qui est une grosse révolution. C'est pas tout jeune maintenant, hein, c'était en 2009. D'ailleurs, ça avait commencé par l'UCI, l'Union cycliste internationale, en 2009, avec l'introduction du passeport biologique de l'athlète uniquement dans le sang, module hématologique, on appelle ça. Après, en 2011, dans l'athlétisme. Et puis, quelques années après, on a intégré le module stéroïdien, donc dans l'urine. Donc, c'est vraiment cette distinction importante à faire entre détection directe et détection indirecte. Donc, ça, c'est une des grosses avancées qui a été faite durant ces 20 dernières années, après toutes ces grosses affaires. C'est l'introduction de la détection indirecte. Alors, attention, on n'a pas remplacé la détection directe par la détection indirecte. Hein. Il y a bien sûr toujours les deux qui sont utilisés en parallèle. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. La détection indirecte, le but, c'est qu'on ne va pas chercher la substance elle-même, mais on va chercher l'influence d'une substance sur les marqueurs biologiques. Par exemple, l'EPO, maintenant il y a des microdoses qui sont utilisées. Alors c'est parfois difficile de les détecter pour des raisons de fenêtre de détection. Il faut arriver au bon moment tellement c'est des doses petites, etc. Mais par contre, si on a un suivi longitudinal,
comme c'est le cas avec la détection indirecte sur le passeport biologique, l'EPO va avoir une influence sur les paramètres sanguins. Et puis là, nous, on surveille ces passeports, on les expertise. Il y a tout un processus aussi assez très codé et très compliqué qui nous permet de dire là, les valeurs, elles évoluent dans un sens qui est pas forcément très naturel. Alors, on va surveiller ça, on va peut-être rajouter des contrôles pour essayer de voir si nos hypothèses elles sont correctes ou pas. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle la détection indirecte. Donc vraiment, il y a les deux types de détection. Et puis maintenant, concernant les technologies vraiment d'analyse à proprement parler, là, le point clé vraiment, c'est l'augmentation de la sensibilité des méthodes d'analyse. Donc la sensibilité, ça veut dire que maintenant, on arrive à détecter des concentrations beaucoup plus petites qu'avant. Donc pour vous donner un ordre de grandeur par rapport aux années 90-2000, maintenant on arrive à détecter des concentrations jusqu'à plus de 1000 fois supérieures à il y a 20 ans. Tu veux dire 1000 fois inférieure Oui, pardon. La sensibilité est plus de 1000 fois supérieure. 1 milligramme, on sait le détecter. Voilà, ouais. Donc des concentrations 1000 fois inférieures. Merci. Donc vraiment des très 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 petites doses. Donc ça c'est une avancée majeure. Et puis j'en ai rapidement parlé. On a augmenté la fenêtre de détection. Donc ça veut dire c'est le laps de temps durant lequel c'est possible de détecter la présence d'une substance chez quelqu'un. Donc, en augmentant cette fenêtre de détection, bien sûr, c'est lié à la sensibilité. On arrive à détecter des traces d'utilisation de produits beaucoup plus longtemps qu'avant. Et donc, on a besoin aussi de moins d'échantillons parce que voilà, la fenêtre est plus large. Et là, c'est aussi principalement quand on parle de stéroïdes ou de produits de ce genre-là. Mais ça, c'est une grosse avancée par rapport à ces 10-15 dernières années. La fenêtre s'est considérablement élargie. Avant, début des années 2000, voire un petit peu après, c'était 5 voire 10 jours, la fenêtre de détection. Donc, les athlètes le savaient très bien aussi. Donc, ils savaient que voilà, j'ai 5 voire 10 jours durant lesquels il faut que je fasse attention. Donc, je peux arrêter mon traitement 10 jours avant la prochaine compétition. Puis, si je suis testé en compétition, j'aurai pas de problème. Alors voilà, maintenant la fenêtre elle est un peu plus grande, c'est 30 à 50 jours, suivant les substances et les doses. Donc ça laisse un petit peu moins de possibilités de jouer avec ça. Donc ça, la sensibilité et l'augmentation de la fenêtre de détection au niveau des avancées technologiques, c'est vraiment très très significatif. Ok. Oui, voilà. Donc ça, c'est surtout pour les détections directes, bien sûr. Oui, parce que tu parlais de la détection indirecte et en fait, ça répond à la prochaine question que j'avais prévu de te poser en te disant, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un moyen de se prémunir contre du dopage qu'on ne connaîtrait pas encore et des techniques dopantes qui seraient utilisées peut-être par certains entraîneurs sportifs, fédérations ou autres, mais que nous, on ne connaît pas. Et est-ce qu'on a un moyen quelconque de les voir? Et la détection indirecte, ça pourrait être un moyen en fait de découvrir tout d'un coup des paramètres sanguins qui changent, plus de globules blancs, plus de globules rouges, plus de telle ou telle propriété, plus de telle capacité. Et sans même connaître le produit, sans même connaître la technique, on pourrait détecter une anomalie et puis commencer à se poser des questions. Oui, alors c'est vraiment le but de la détection indirecte. Alors, détection indirecte, c'est le passeport biologique de l'athlète. Donc, pour expliquer un peu brièvement son fonctionnement, c'est vraiment un suivi longitudinal. Donc, le but, c'est vraiment que ça soit sur la durée. Et puis, très important, c'est individuel. Donc, c'est un passeport par athlète. On va faire un profil personnalisé des valeurs clés d'un athlète. Donc, au niveau sanguin, il y a 12 marqueurs et 2 scores. Donc, dans les marqueurs, il y a bien sûr l'hémoglobine, les réticulocytes, l'hématocrite. Voilà, il y a tout un tas de marqueurs. Et puis, au niveau urinaire, c'est 6 marqueurs et 5 ratios. Donc, les ratios, c'est des ratios entre plusieurs marqueurs. Donc, ces marqueurs, on peut citer la testostérone, l'épitestostérone. Les ratios très connus, il y a le fameux T sur E, donc testostérone sur épitestostérone. Et puis, tout ça, c'est des valeurs qui nous permettent d'observer un suivi sur le long terme. Et puis, on définit en fait des limites inférieures et supérieures pour chacun de ces marqueurs.
Alors, quand on n'a pas encore d'échantillons ou de valeurs pour un athlète, ces limites, elles sont basées sur des populations de référence. Hein. Donc, ça veut dire qu'on sait si c'est un athlète mâle dans cette tranche d'âge, voilà, de telle ethnie, etc. On a tout un tas de bases de données qui nous permettent d'avoir des valeurs références. Mais ça, c'est uniquement pour poser les limites de base. Et puis après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que plus on entre de valeurs d'un athlète, plus ces limites, elles vont, en fait, c'est un modèle statistique qui va calculer les limites en fonction des valeurs individuelles de l'athlète. Parce que bien sûr, on est tous différents. Le but, c'est d'être le plus individuel possible. On n'a pas tous les mêmes valeurs de base. On n'a pas tous les mêmes évolutions. On n'est pas tous répondeurs la même chose à l'altitude, à un entraînement, etc. Du coup, le but, c'est vraiment d'avoir ces valeurs ces limites qui vont s'adapter aux valeurs propres de l'athlète. Donc, le modèle statistique, pour chaque nouveau résultat, il va recalculer et réaffiner les limites inférieures et supérieures propres à l'athlète pour les valeurs suivantes. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très puissant où là, on va chercher à voir l'influence d'un produit. Comme tu l'as dit, ça peut être quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais on va voir qu'il y a une influence sur les valeurs physiologiques, biologiques de l'athlète. Et là, on est vraiment dans la détection indirecte où tous ces profils sont évalués par des experts. Ça fait partie aussi de mon travail là, au sein du REDS. On évalue ces profils et puis on va aller vers les instances antidopage. Après, je ne peux pas expliquer tout le processus. Il y a des APMU qui sont ce qu'on appelle Athlete Passport Managing Unit qui vont comme travail quotidien avoir de surveiller ces choses et puis de notifier aux instances voilà, il y a eu un nouveau contrôle, tout est normal, ou il y a eu un nouveau contrôle, il y a des valeurs suspectes, on va demander l'expertise d'un expert, etc. Donc il y a vraiment un suivi très précis qui est fait pour essayer de détecter toute variation anormale en fait. Et sur cette partie passeport biométrique, suivi longitudinal, comment est-ce que sont effectuées les analyses ? J'imagine que c'est pas l'athlète qui se prélève du sang ou qui fait pipi dans un bocal tous les jours et puis qui envoie ça par la poste à un laboratoire d'analyse. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur ces techniques d'analyse du suivi longitudinal dans le cadre de la détection indirecte ? Voilà, alors en fait, là, c'est le même processus que je vous ai décrit avant. Donc, quand on parlait du DCO qui va chez l'athlète, eh ben, parmi ces échantillons, il peut y avoir des échantillons qui sont destinés au passeport biologique. Donc, c'est toujours des échantillons antidopage qui sont prélevés dans les conditions de WADA, de l'Agence mondiale antidopage, et qui sont analysés par un laboratoire accrédité. Après, ces résultats vont être entrés justement dans cette plateforme ADAMS. Et dans la plateforme ADAMS, il y a les algorithmes et les logiciels qui vont créer directement le profil urinaire, stéroïdien ou hématologique de l'athlète. Donc, c'est vraiment des échantillons antidopage et c'est pas les athlètes qui vont se prélever, c'est vraiment, ça fait partie intégrante du processus antidopage. Donc, ça a toutes les mêmes normes qu'un contrôle pour une détection directe. La seule différence finalement est que là, au lieu de rechercher des substances, vous allez juste rechercher des valeurs pour les marqueurs qui ont été définis dont tu parlais il y a quelques instants. Voilà. Et puis, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que le même échantillon peut servir aux deux choses. Hein. Donc, on peut, sur un échantillon de sang, analyser les valeurs hématologiques pour le passeport biologique et puis après, revenir dessus sur le sérum, par exemple, pour faire une analyse des PO ou bien sur le même contrôle, avoir une urine et puis voir que sur le passeport, il y a des choses qui bougent anormalement et puis se dire, tiens, on a une urine qui a été prise au même temps que ce sang. On va aller voir dans l'urine s'il n'y a pas des présences des PO. L'un peut déclencher l'autre. Une des critiques qu'on entend comme ça parmi les sportifs amateurs du passeport biométrique ou parfois dans les discussions de café comme ça sur les discussions interminables sur le dopage qu'on peut avoir, c'est en fait le passeport biométrique, il suffit de se charger fortement avant l'établissement de ce passeport et puis ensuite de continuer son processus de dopage et puis là les valeurs vont rester stables et donc du coup on échappe à une détection éventuellement de produits dopants. Donc on imagine bien que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que tu peux nous donner une
réponse par rapport à ces croyances du fait qu'il suffit de charger les juniors avant qu'ils arrivent dans le circuit et qu'ils soient vraiment intégrés dans ce système de passeport biométrique pour qu'ils ne soient jamais détectés plus tard? Déjà, je pense que, je me permets de te couper, mais je pense que déjà la première des réponses, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, un échantillon peut servir aux deux choses. Donc, un junior que vous allez tester une première fois pour le suivi longitudinal, rien n'empêche que vous le testiez aussi pour les produits interdits, non? Bien sûr. Alors voilà, en général, on va plutôt le faire. Quand on a des athlètes qui sont dans le début du suivi, là, on va peut-être chercher un peu plus largement pour éviter ce genre de choses. Mais bon, déjà, la première chose que j'aurais envie de répondre, puis qui, moi, me tient vraiment à cœur, c'est pour revenir à ces règles, pourquoi une substance est dopante ou pas, c'est vraiment, moi, je fais du sport, j'adore le sport, j'ai des enfants, les gens, il ne faut pas qu'ils oublient le versant santé. Ça, c'est un comportement qui est complètement irresponsable. Je sais que ça se fait, je sais qu'il y en a qui y pensent, mais charger des juniors pour ça, c'est complètement contraire à l'éthique et puis à la morale, à la morale du sport et l'avenir et même la morale générale. Ouais. Voilà. Alors voilà, ça c'était juste le petit aparté. Mais après, c'est pas non plus une stratégie qui va fonctionner parce que le suivi, c'est un suivi longitudinal. Donc après, ça va être impossible. Imaginons qu'on va charger un junior en se disant voilà, il aura des valeurs super hautes et tout, puis après ses limites seront hautes et puis ça il va jamais être flagué, il va jamais être suspecté. Non, parce que ça voudrait dire qu'on devrait continuer de le charger tout au long de sa carrière, ce qui non seulement est très dangereux, et puis qui peut coûter très cher, et puis qui ne sera pas utile parce que finalement comme je l'ai dit, c'est un modèle adaptatif. Donc, le modèle, il va s'adapter. Donc, si on rentre dans un passeport biologique avec des valeurs très hautes, les limites seront très hautes. Et puis là, au moindre écart, un écart, ça peut être vers le bas aussi. Tout d'un coup, il n'a pas pris ses doses prévues par son super manager qui a prévu sa carrière comme ça. Il va être en dessous. Et puis là, c'est aussi suspect. Ou alors, une fois, il est en dessus parce qu'il est déjà limite. Et puis, je sais pas, il a une stimulation qui va être plus importante parce qu'en plus de toutes ces doses qu'il a prévues, il va être en altitude, il va être déshydraté, je sais pas quoi. Et puis là, il va aussi déclencher une alerte au-dessus. Et puis là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des contrôles directs sur les échantillons qu'on a déjà, sur les futures compétitions. Et puis après, voilà, là, c'est un sportif qui devient un sportif très suspect. Et puis, un peu désolé de le dire, mais on va pas lui rendre la vie facile. Puis il va avoir tout un tas de contrôles. Puis à un certain moment, s'il est toujours à même de faire du sport et de marcher, il va être rattrapé. Et puis ça, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Non, évidemment, on l'aura compris. L'idée, c'est pas de donner des stratégies, mais c'est bien pour expliquer que ce passeport biologique, il marche et puis qu'il n'a pas des failles aussi béantes que ce que on entend parfois par rapport à ce système. S'il est en place et puis qu'il est utilisé depuis maintenant 13 ans, comme tu nous l'as dit, il a été mis en place en 2009, c'est que ça fonctionne et puis que ça permet d'avoir une détection efficace et pertinente de la performance éventuellement anormale de sportif ou de sportif. Et puis, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Tu nous as dit on peut réanalyser des échantillons. C'était un petit peu la dernière partie qu'on avait prévue pour cet épisode. C'est qu'aujourd'hui, la lutte antidopage, elle ne se contente pas de faire des analyses à un instant T, mais il y a aussi une autre menace qui pèse sur les sportifs qui pourraient avoir envie de tricher. C'est que ces échantillons, ils peuvent être stockés à long terme et puis réanalysés d'ici quelques années quand la technologie permettra de détecter des choses encore plus fines ou des nouvelles techniques dopantes. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Pour faire la transition, puis juste pour terminer sur le passeport biologique, parce que moi aussi, je suis dans les cafés, je suis au bord des pistes, dans les pelotons, on entend beaucoup de critiques. Alors, comme tu l'as dit, ça fait 13 ans qu'il l'a utilisé. Il faut savoir qu'il évolue aussi. Pour l'instant, on a 2 modules, un sanguin, stéroïdien, urinaire. On travaille déjà sur d'autres modules. On sait qu'il y a des doses de plus en plus petites qui sont utilisées. Et voilà, on ne le laisse pas tel quel depuis 13 ans, il évolue sans cesse. Donc, il ne faut pas penser que
une image figée depuis 13 ans et puis que les sportifs en évoluant vont pouvoir le détracter parce qu'il évolue pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est évolutif. Et puis ça me fait venir justement sur les analyses à long terme parce que comme on a dit, on a augmenté la sensibilité depuis 10, 15, 20 ans. On a augmenté la fenêtre de détection. Alors ça, on sait très bien qu'on avance, hein, comme dans tous les milieux au niveau technologique, on avance de plus en plus vite et on arrive à détecter des choses hallucinantes. Hein. On arrive à détecter, pour donner des fois une image qui peut être parlante, on pourrait détecter une toute petite goutte de sang dans un bassin olympique absolument sans problème. Hein. Donc, pour vous donner une idée. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des stratégies de stockage à long terme. Hein. En vue de réanalyse, c'est parce qu'on sait très bien qu'on s'améliore et puis qu'il y a des choses actuellement qu'on n'arrive pas à détecter, mais qu'on pourra détecter peut-être dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et là, il y a une stratégie, en fait, qui est définie pour tous les échantillons des Jeux Olympiques. Jusqu'en 2012, il y avait une obligation de stockage à long terme de 8 ans. Depuis 2012, c'est maintenant 10 ans. Donc, tous les échantillons des Jeux Olympiques, ils sont stockés 10 ans. À moins 8 ans, dans des congélateurs, bien sûr, dans des lieux sécurisés, etc. Donc 10 ans, c'est long. Hein. Et puis 10 ans, comme vous l'avez dit. Ça en fait des tubes à essai. Alors oui, donc pour les Jeux Olympiques, c'est tous. Et puis on peut ajouter à cela tous les tubes, que ce soit sang ou urine, qui peuvent être sélectionnés par les instances sur la base de soupçons ou d'enquêtes, etc. Donc, ça peut faire pas mal d'échantillons. Il y a des structures énormes, hein, qui permettent de maintenir ces échantillons à température constante. En général, c'est moins 80 sur 10 ans. Hein, voilà. Et puis, voilà, on sait que les technologies avancent et puis ça nous permet après, une fois qu'on a une avancée majeure ou une nouvelle technique d'analyse qui arrive, de dire voilà, ces échantillons-là, ils étaient suspects de ça ou ça, on va les reprendre. Ou alors il y a des campagnes qui se font, les JO de telle année ont été stockés. Maintenant, ça fait 10 ans, on va réanalyser un certain nombre parce qu'après on ne peut plus les garder ou ça ne vaut pas la peine, etc. Et puis, alors bien sûr, ça a déjà été effectué. Hein. Ça, c'est peut-être j'anticipe un peu, mais la question à l'avenir, je pense, ça a bien sûr déjà été effectué à plusieurs reprises. Hein. Par exemple, une affaire qui avait fait beaucoup de bruit, c'était sur les JO de Pékin 2008. Hein. Donc 2008, c'était il y a quelques années, en 2017, donc 9 ans après, où les échantillons ont été réanalysés. Donc 9 ans après, parce qu'en 2017, on était passé dans la tranche où on pouvait les garder 10 ans. Hein. Donc là, une affaire qui avait fait beaucoup de bruit, c'est par exemple Nesta Carter. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez entendu parler, le sprinter jamaïcain, où là, 9 ans après, il a été contrôlé, un de ses échantillons a été contrôlé positif à un stimulant, donc interdit en compétition. Et puis, Nesta Carter, il faisait partie de l'équipe jamaïcaine au JO de Pékin du 4x100. Donc, il a perdu sa médaille d'or, hein, mais toute son équipe a perdu sa médaille d'or. Et qui y avait dans l'équipe? Il y avait un certain Usain Bolt. Donc, Usain Bolt qui a perdu une de ses précieuses médailles d'or dans sa quête d'excellence. Hein. Donc, ça, c'est par exemple une affaire qui avait fait beaucoup de bruit. Donc, vous voyez, JO Pékin 2008, en 2017, on réanalyse une urine qui avait été stockée pendant 9 ans. Et voilà, la sanction tombe. Dans les grandes campagnes de réanalyse, on peut aussi citer les JO d'Athènes qui avaient été réanalysés. Il y avait une centaine d'échantillons qui avaient été réanalysés. Les championnats du monde d'Helsinki, d'athlétisme. Pékin, j'en ai parlé, c'était plus de 1000 échantillons qui ont été réanalysés. Hein. Sochi a été réanalysé aussi, non? Oui, bien sûr. Il y a eu une petite affaire. Où tu veux en venir. Je vois où tu veux en venir. Avant de basculer sur Sochi, il y avait Londres aussi. Là, il y a 400 échantillons. Mais il faut vraiment savoir que c'est pas pour rien qu'on les stocke. Là, pour vous donner une idée, sur Pékin et Londres, par exemple, Pékin, c'était 8 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 13 médailles de bronze qui ont été retirées a posteriori.
Donc, résultat annulé, on réattribue les places, les podiums. Alors, bien sûr, c'est pas négligeable. Puis, par rapport à ceux qui étaient deuxième, puis qui n'ont pas eu le titre sur le moment, et tous ceux qui étaient quatrième et qui deviennent troisième, on va jamais arriver à leur restituer ces moments C'est sûr, l'émotion de la ligne d'arrivée, l'émotion du podium, etc., la remise des médailles, tout ça, on ne pourra pas leur rendre. On essaye de faire justice au mieux, mais voilà, c'est mieux que rien de réattribuer ces places à ces athlètes, même si c'est 5, 8, 10 ans plus tard. Mais c'est vrai que ça ne rend pas l'émotion. Et puis, on en parlait en off avec Hermano avant de commencer l'épisode. C'est vrai que quelqu'un qui finit premier ou troisième d'une course, il n'a pas forcément la même capacité à trouver de nouveaux sponsors, des nouveaux contrats publicitaires, etc. Et c'est pas quand 7 ans après, on te dit t'es finalement deuxième de l'heptathlon et pas quatrième, que tu vas pouvoir aller voir les sponsors puis dire écoutez, tout ce que vous m'avez pas payé au cours des 10 dernières années, c'est sympa de les virer maintenant sur le compte en banque. Bien évidemment que c'est pas possible. Donc voilà, on répare une partie de l'injustice, mais on pourra jamais tout réparer. Question un peu bête et très vénale, mais on a beaucoup parlé des structures, de la mise en place, du stockage. Donc tout ça, ça a un coût. Ne serait-ce que les personnes qu'on va dépêcher pour aller faire un contrôle, ça coûte de l'argent. Il faut rémunérer ces gens-là. Le stockage, ça a un coût. Les gens qui travaillent autour de cette thématique du dopage, ça a un coût. Mais il y a aussi un coût qui est les primes que reçoivent les sportives et les sportifs quand ils sont premier, deuxième, troisième, quatrième, et qu'au final on va leur retirer leur titre parce que leur échantillon a posteriori il a été testé positif. Comment ça se passe du point de vue de cette prime justement? Est-ce que les gens doivent rembourser et est-ce que ceux qui finalement montent une marche au-dessus au niveau du podium reçoivent un chèque a posteriori? Est-ce que tu sais ça, toi, comment ça se passe? Alors ça, c'est des aspects qui sont un petit peu plus du juridique où là, c'est pas vraiment mon domaine, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend aussi des nations, parce que voilà, les lois antidopage sont pas les mêmes selon les pays, les fédérations nationales. Dans certains pays, ça va sur le droit pénal, dans d'autres, ça reste au niveau de la fédération sportive. Mais bon, il faut savoir que ces sanctions, elles sont... Alors, c'est clair, la première chose, on annule les résultats, la place, les résultats dans les X années après que la sanction. Si j'ai fait les JO de Londres en 2012, puis qu'en 2021, j'ai été contrôlé positif, ma sanction, elle ne va pas commencer en 2021. C'est clair, si ça se trouve, je suis déjà même plus actif. Mais par contre, de la date du contrôle qui a été, d'où est issu l'échantillon positif, la sanction va commencer. Donc, ça veut dire que les résultats de cette sanction pendant les 2 ou 4 ans, où on a vu même, par exemple, 10 ans là, dernièrement pour les Simon Okakbaré, vont être annulés. Après, il y a des sanctions financières. Mais après, voilà, au point de vue juridique, moi, je suis un peu plus court là-dessus parce que c'est clair que 10 ans après, ça va être difficile de demander... de rendre des primes à d'autres, mais par contre, les sportifs en cause qui sont rendus coupables, eux, vont devoir rendre des comptes financiers aussi. Bon, au-delà de l'aspect purement matériel, on peut simplement noter qu'ils ne finiront pas ni grandis, ni bénéficiaires de ces situations et que finalement, voilà, tout ça les rattrape et puis ça fait peser une menace, entre guillemets, supplémentaire sur eux de savoir que si aujourd'hui ils prennent un produit qu'ils savent être indétectable, ce ne sera pas forcément le cas dans 5, 8, 10 ans et donc du coup, ils risquent quand même de se voir à un moment ou à un autre déclassifiés, rayés des tabelles et puis rattrapés par cette histoire et finalement, on voit que maintenant ça commence à produire des effets. Tu nous as déjà cité un bon gros nombre d'athlètes qui ont été rattrapés par leurs propres affaires du passé et ça c'est malheureusement destiné à continuer puisqu'on continue cette stratégie et puis probablement que ça va bénéficier pour les générations futures à leur faire comprendre qu'il n'y a aucun bénéfice à se doper aujourd'hui même si les conséquences ne sont pas immédiates. Tout à fait. Puis bon là, les exemples que j'ai donnés le sprinter, par exemple, c'était 9 ans après. Dans le cas de certaines disciplines, les carrières ne sont pas toujours très longues.
Mais par exemple, si je prends l'haltérophilie ou bien le skating, donc le patinage de vitesse, c'est des carrières qui peuvent durer 10, 15, des fois même 20 ans. Donc ça ne veut pas dire que si un sportif a posteriori a eu un de ces échantillons qui a été contrôlé positif, il a eu ses 4 ans, et puis on est 15 ans après, puis il continue sa carrière. Non, il peut y avoir des cas où un sportif qui est toujours en activité, qui est contrôlé a posteriori sur du long-term storage positif, et ben voilà, la sanction, ça soit arrêt immédiat de la pratique. Ta carrière, elle est finie. Tu as été contrôlé il y a 9 ans, mais tu pratiques toujours, c'est fini. Donc il faut vraiment penser à long terme. Et puis, alors, pour revenir une dernière fois là-dessus, faut penser que ça peut venir plus tard, que tous nos résultats peuvent être annulés, mais il faut aussi penser sur le moment que, je sais pas comment le dire poliment, mais on se fout en l'air en faisant ça. Donc il faut aussi penser à ça, puis pas oublier, malgré que il y a toujours l'appât du gain, de la performance, c'est dans la plupart des cas extrêmement dangereux pour l'athlète lui-même. Moi, je suis pas scientifique, mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a bon nombre de cyclistes des années 40, 50, 60, 70 qui n'ont pas vécu très vieux. Hein. Donc, alors, je veux pas mettre le point sur le cyclisme en particulier, mais c'est vrai que c'est souvent ceux qui ressortent comme mourant assez jeunes, et on se demande si c'est uniquement dû à la position assise sur la selle. Non, il y a des grands noms connus. On n'a pas trop besoin de les citer, mais c'est clair qu'il y a des affaires où, sur le Tour de France, par exemple, il y a eu des décès en direct, quoi. Donc, c'est bon. Après, à l'époque, ce qui s'injectait, ce qui prenait, c'était complètement fou, des doses complètement hallucinantes, parce que la lutte n'était pas autant performante que maintenant. Mais même maintenant, à l'heure actuelle, il y a un petit peu quand même, il reste des apprentis sorciers, parce que un programme de dopage, ça coûte très cher pour qu'il soit bien fait. Et puis, c'est pas à la portée de tous. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire heureusement. Mais malheureusement, pourquoi ? Parce que il y a des sportifs qui veulent sauter le pas, qui veulent rentrer dans telle ou telle équipe, avoir tel ou tel niveau, qui essayent un peu eux-mêmes. Et puis, c'est là que ça devient encore plus dangereux parce qu'ils ne sont pas forcément suivis par des médecins, parce qu'ils achètent sur Internet des produits qui sont complètement qui ont contaminés. Une certification médicale, qui sont peut-être frelatés ou dangereux, vraiment très dangereux pour la santé. Voilà, mais ça fait partie des nombreux sujets dont on avait discuté avec Hermano quand on a commencé notre plan sur le dopage. Et c'est vrai qu'on l'a dit en début d'épisode et on le voit maintenant. Ça fait 1h20 qu'on a commencé cet épisode. On devait parler vraiment uniquement de la technique, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est très vaste. Alors nous, on essaie d'aborder ça d'un point de vue neutre et puis de regarder un petit peu extérieurement comment ça se passe. On va aborder bien évidemment tous ces sujets avec peut-être d'autres invités dans d'autres épisodes. De savoir comment est-ce que on en arrive à se doper, comment est-ce que certains ont commandé des trucs un petit peu louches sur Internet. On va essayer d'avoir des témoignages de tout ça. Ça fait partie des thématiques. Mais aujourd'hui, on s'est concentré sur cette partie technique d'analyse, de savoir comment ça se passe, comment est-ce que c'est organisé au niveau mondial, régional, dans un labo, comment sont prélevés les échantillons et tout ça. Et Jonas, on te remercie vraiment infiniment pour être venu nous expliquer tout ça de manière extrêmement claire, technique, précise. Et on a vraiment un super épisode pour savoir exactement comment ça se passe, quelles sont les techniques, et puis qu'est-ce qui peut attendre un sportif ou une sportive qui décide de passer la ligne rouge et qui décide de passer du mauvais côté. On se rend compte avec ton témoignage que finalement, il y a peu de chances que ça passe inaperçu, quoi. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, je me réjouis d'entendre aussi la suite, parce que bien sûr, c'est un sujet qui me passionne à tous les niveaux. Donc. Peut-être juste avant, mais vraiment juste avant, si tu as encore 5 minutes à nous consacrer, je voudrais revenir sur l'une des premières questions que je t'ai posées, c'est-à-dire, toi, tu travailles dans la recherche, dans ce laboratoire, le REDS, ce laboratoire de recherche pour la lutte contre le dopage. Qu'est-ce qui fait qu'on va chercher quelque chose, ou qu'on va chercher une technique, ou qu'on va chercher un nouveau protocole? En fait, qu'est-ce qui va orienter la recherche? On sait que parfois, il y a des recherches qui sont nées tout simplement de façon fortuite, que c'est une erreur de manipulation qui a fait qu'il y a certains labos qui ont trouvé des choses, des médicaments ou des techniques. Là, en l'occurrence, dans la lutte contre le dopage, qu'est-ce qui va orienter la recherche?
Bon, alors, il y a plusieurs facteurs. Hein. Ce que tu viens de citer, le cas des laboratoires pharmaceutiques, bien sûr, il y a beaucoup de produits dopants qui sont en fait des médicaments qui sont mal utilisés ou utilisés pas dans leur fonction première. Les PO, c'est un des meilleurs exemples. Hein. Les PO, c'est pas un produit qui a été développé pour le dopage. Hein. C'est un produit qui a été développé pour les insuffisants rénaux qui produisaient pas assez de globules rouges. Donc voilà. Après, ce qui oriente la recherche, moi personnellement, je suis physiologiste, donc voilà, j'ai quand même une assez bonne connaissance du fonctionnement du corps humain, des performances et tout ça. Donc, à un certain moment, on voit énormément d'études qui se font sur la performance et dans tous les sens. Et puis, il peut y avoir tout d'un coup des indices qui nous disent ah ouais, mais en utilisant ça ou ça de cette manière, il semblerait qu'il y ait une tendance à améliorer la performance. Oui, il faudrait qu'on aille regarder de ce côté-là si c'est quelque chose de significatif, quels sont les risques encourus, est-ce que ça peut donner un avantage ou non. Et puis là, on va monter un protocole dans le cadre antidopage où on va voir les variations que tel ou tel facteur, telle ou telle technique, telle ou telle substance peuvent avoir pour voir si ça vaut la peine justement d'investiguer plus loin. Est-ce que ça va donner un avantage? Est-ce que ça va être dangereux? Est-ce que c'est contraire au sport? Donc ça, c'est une des choses. Donc nous, on est sans arrêt dans ce monde de recherche où on voit les choses évoluer et puis on voit les tendances et puis on va s'orienter vers ces tendances en fonction de ça. Après, bien sûr, on est aussi, pour la plupart, on fait partie aussi du monde sportif. On suit le sport, on est à l'intérieur du monde et puis là aussi, on voit qu'il y a des choses qui se passent et puis si on voit qu'il y a des choses qui vont un peu dans le mauvais sens, et nous, on va creuser de manière scientifique, très rigoureuse pour statuer si oui ou non ça doit aller plus loin au niveau des processus antidopage ou si ça doit rentrer dans cette monitoring list dont je parlais avant ou carrément dans les listes de techniques et substances interdites. Super, écoute, merci vraiment pour toutes ces réponses, pour toutes ces précisions. Et puis, comme le disait Greg, la série sur le dopage va continuer. Moi, j'ai aussi quelques noms en tête pour aller interviewer des personnes. On espère qu'on va pouvoir compter sur toi peut-être pour relayer tout ça et puis éventuellement pour apporter d'autres réponses à des questions qu'on pourrait avoir, voire même des bêtises qu'on pourrait dire dans le podcast. Ça arrive. Il y a des gens parfois qui nous envoient un petit message pour dire « Ah, là, vous avez dit une petite erreur, il faudrait préciser. » Et du coup, c'est l'occasion aussi de rappeler que toutes les semaines, une semaine sur deux, on propose un épisode foire aux questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit mail, envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou même aller sur le site podcast.nakan.ch. Il y a un gros bouton à nous contacter et puis à nous laisser un petit message vocal ou écrit et on se fera un plaisir de répondre à vos questions et notamment sur le dopage. Peut-être que toi, Jonas, tu pourras répondre à certaines questions de nos auditeurs ou de nos auditrices. Avec plaisir. Voilà, tout est dit. Mano, je te remercie pour cette conclusion. Merci beaucoup, Jonas, pour ton intervention dans ce podcast. C'est très intéressant, complet. J'espère que nos auditeurs auront autant apprécié que nous. Et puis, bonne poursuite de recherche et d'analyse dans cette lutte qui nous permet d'évoluer toutes et tous à notre niveau dans le sport de manière équitable et puis un petit peu plus fair play. Ouais, et puis peut-être juste pour terminer sur les séries sur le dopage, moi je proposerais qu'on lance le hashtag ne jouez pas avec ça. Ça va dans la lignée de ce que tu disais, Jonas, et puis je pense dans ce que Greg et moi pensons sur le dopage. Ouais, voilà, on va relayer nos épisodes spécifiques sur cette thématique avec un hashtag ne jouez pas avec ça. Merci encore, Jonas. Bonne continuation, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.